Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier atelier sur l'intelligence artificielle, on a commencé hier avec une mise en bouche où on a eu un temps d'échange collectif sur comment s'approprier l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a le premier atelier, c'est quoi de neuf un an plus tard, avec Benoît Dudragne d'Idées Réseau, Nicolas François de la RT Grand Est et Jean-Philippe Duchesneau du groupe Éco-Récréo qui nous arrive du Québec de Montréal. Je vais de suite. Oui, il y a les supporters. On a une grosse délégation québécoise cette année et beaucoup de collaborations autour de l'intelligence artificielle. Chacun se présentera au fur et à mesure. Je vais rapidement rentrer dans le sujet pour qu'on reste dans notre timing, puisqu'on voudrait finir, après un certain nombre de témoignages et d'exemples, à parler de la façon dont on peut faire rentrer l'intelligence artificielle dans les organisations, les entreprises, les OGD, etc., qui nous semble quelque chose d'assez essentiel. Alors, comme on est dans une année retour vers le futur, qu'est-ce qu'on a disait il y a 20 ans de l'intelligence artificielle? C'était la sortie du film iRobot, où il y avait avec Will Smith, où il y avait les robots qui étaient de parfaits assistants pour les êtres humains, mais il y avait l'intelligence artificielle qui, quelque part, mettait son grain là-dedans et faisait que tout allait mal. Donc on en parlait, mais on était vraiment dans une science-fiction, évidemment, il y a 20 ans. Alors, où est-ce qu'on en est un an après? Moi, je vais commencer à faire une petite introduction et ensuite, je vais passer la parole à mes collègues. Alors, l'an dernier, on en parlait, on avait un atelier avec une salle remplie, c'est pour ça que Ludo, cette année, nous a mis dans une salle un peu plus grande, où on avait dit, faisons un rêve, si demain, l'intelligence artificielle nous faisait gagner le temps qui nous manque tant. Et donc, on avait, devant cette salle pleine, déjà ébauché un certain nombre de solutions, comment on pouvait, dans nos organisations, faire rentrer l'IA. Un an après, qu'est-ce qui s'est passé à la fois dans le privé et dans le public? C'est ce qu'on peut voir. Alors, d'abord, dans les destinations, les principales initiatives qu'on voit, c'est surtout de faire de la conversation assistée par l'intelligence artificielle, avec un certain nombre de chatbots touristiques, KB, Kaisersberg à gauche, One Provence, qui est le premier site web d'agence de marketing territorial vraiment axé sur l'intelligence artificielle. On a Infiniment Charente avec un chatbot conversationnel, Aiddoops pour un agent conversationnel également. Toutes ces sources viennent du blog de Nicolas qui s'appelle IA Tech and Travel Café, que je vous invite à suivre parce que c'est toujours super intéressant. Voilà. Et puis nous, on a fait au niveau du blog un petit questionnaire pour savoir comment les offices de tourisme, les OGD, les ADT, et puis les lecteurs du blog, considérer et intégrer l'intelligence artificielle dans leur quotidien. On a eu essentiellement des acteurs publics qui ont répondu, c'est normal, c'est le lectorat du blog. Et donc, quand on dirait que dans mon organisation, l'utilisation de l'IA, c'est... il n'y en a que 7% qui disent on est à fond, on s'est bien mis. Il y en a 23%, on a bien travaillé cette dernière année pour se mettre à la page. Mais la majorité, c'est 43%, on a commencé à s'y intéresser. Il y en a 12% qui ont 2 collègues qui utilisent ChatGPT pour les recettes de cuisine, donc on en est vraiment au début. Et puis, il y en a quand même 15% pour lesquels ce n'est pas du tout d'actualité. Et là, ça a été fait il y a quelques semaines. Donc, ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Quand on regarde dans quel domaine on utilise l'IA, et ça, je trouve que c'est extrêmement important, les principales réponses, c'est pour créer du contenu de texte. C'est vrai qu'on y travaille vraiment beaucoup pour les pages web, pour les blogs de réseaux sociaux. C'est pour créer des images également. Et puis, c'est un super moteur de recherche. Mais sur le reste, vous voyez, quand on est sur les fonctions support, RH, commercialisation, base de données, traduction, réseaux sociaux, c'est finalement relativement faible. On est sur des utilisations principales qui sont finalement assez basiques et assez peu variées. Donc les utilisations, vous voyez, c'est une réponse qui, d'après moi, résume un peu. On rédige des posts sur les réseaux sociaux,
on rédige les articles de blog et on rédige les textes de description commerciale sur la base de données régionale qui s'appelle Sirtaki. On est en Nouvelle-Aquitaine. Il y a des approches plus stratégiques. On s'est formé, animé par l'équipe de Benoît. 3 jours de formation, ça permet maintenant qu'on sait faire des prompts élaborés, qu'on a les membres du pôle communication, c'est sur les contenus, le pôle accueil relations clients pour la structuration des réponses aux demandes et le pôle commercial pour la rédaction des offres commerciales et la direction de l'OT, plus en brainstorming, rédaction de projets, support, etc. Donc là, on voit une approche un peu plus d'organisation où tout le monde, finalement, dans son domaine, réussit à intégrer l'intelligence artificielle. Pardon. À la question, quelle limite avez-vous trouvé à l'intelligence artificielle? Pas d'originalité, sans surprise et merci. Souvent, les textes peuvent aller dans plein de destinations. Et là, c'est vrai que je mets 2 mots-clés dans ChatGPT. Évidemment, ce n'est pas sans rédiger une commande précise que je vais avoir un résultat satisfaisant. Le fait que Google détecte maintenant la façon dont le fait que un texte a été rédigé par l'IA, et puis pas tellement de limites, des prompts bien précis, mais un gain de temps incroyable. Là, on voit aussi que la maîtrise de l'outil est quand même quelque chose d'important. Et puis, les outils gratuits permettent de moins en moins, et cela va devenir compliqué, car la direction n'est pas encore convaincue de son utilité. Et en fait, là, on est vraiment sur une approche de gestion. C'est-à-dire, si j'économise 25% d'un ETP, combien je suis prêt à payer pour avoir les outils qui me permettent d'économiser 25% d'un équivalent de temps plein. Mais ça, d'après moi, ça va être vraiment des réflexions de gestion à avoir dans les organisations qui sont importantes. Et les limites, la limite écologique, il y a aussi la limite des droits d'auteur, on en a parlé pas mal hier, qui est quand même important. Les prochains projets dans lesquels on utilise de l'IA, j'aimerais pouvoir l'utiliser en SEO, j'aimerais travailler sur la base de données j'aimerais faire de l'analyse comptable, de l'étude de marché de clientèle. Il y a finalement beaucoup d'envie, même si aujourd'hui on voit qu'on en est un peu au début du milieu du gué, avec des premières utilisations, pas toujours de la formation et malgré tout un sentiment de grande possibilité. Voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans notre approche. J'ai essayé de faire rapide. 1 an après, on peut dire que oui, le sujet de l'IA, il intéresse nos organisations, mais il est loin d'être maîtrisé. Alors Benoît va intervenir en 2 parties. La première, c'est un peu une actu sur finalement où est-ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre de faire des gains de productivité quelque part. C'est le gros. Ouais. Il faut que tu lèves le... 1, 2, c'est bon. Benoît Dudragne, donc moi je suis consultant en tourisme, en IA. L'année dernière, j'étais intervenu à l'atelier, donc j'avais montré pas mal de cas pratiques. On a fait le choix de ne pas repartir sur plein de cas pratiques, surtout qu'on va en avoir des très intéressants derrière. Et je voulais juste peut-être un peu témoigner dans un premier temps sur le contact avec les gens qui on intervient. Souvent, on arrive et puis on regarde l'IA, ouais, c'est bien, il y a un côté waouh un petit peu au départ, et puis après j'ai essayé un petit peu, je mets 2 mots, 3 mots et tout ça, puis finalement, je ne suis pas vraiment content de tout ça. Et je pense qu'il y a ce premier regard, et après quand on commence à s'y pencher véritablement, à rentrer vraiment dans le détail, à aller chercher en profondeur, là, on rentre dans une autre dimension. Là, le champ du possible, en fait, il est immense et je dirais sans limite. Et là, c'est intéressant dans les témoignages qu'on a vus, c'est que finalement, on peut tout traiter avec l'IA. Après, c'est avant tout de la méthode. Il faut surtout utiliser un cerveau humain pour bien utiliser l'intelligence artificielle, voire des fois l'intelligence artificielle aussi, hein, c'est-à-dire pour créer tout ça. Et ce que je voulais démarrer avec, pour ceux qui démarrent un peu, faire un paysage un petit peu de l'écosystème IA. L'année dernière, on parlait que de ChatGPT. Aujourd'hui, en fait, c'est plus uniquement ChatGPT. Juste pour remettre la base, 2 secondes, l'IA générative, c'est un côté, il y a du texte, de l'autre côté, on peut traiter l'image. Donc ça remet un petit peu là-dedans. Je vais pas rester 2 heures sur cette slide. Mais par contre, quand on traite les textes, ce qui est intéressant, et où ça a vraiment évolué dans 1 an, ça, c'est les IA avec lesquelles, à titre personnel, ça, moi, je travaille. Voilà. Donc, sauf 1 ou 2 que j'ai en réserve. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'est plus directement sur une seule IA,
d'accord. On va travailler à la limite le prompt et ainsi de suite, mais on pose un écosystème. Alors pour ceux qui connaissent, je vais prendre un espace Edge par exemple, qui est pas mal quand même sur l'IA, mieux que Chrome je trouve. Et à partir de ce moment-là, je vais aller poser toutes mes IA. Et là, je vais aller après chercher celles qui m'intéressent le plus. Alors, pour moi, les plus intéressantes, c'est ChatGPT quand même, qui a bien évolué avec des nouvelles versions, avec GPT-4o qui se décline, tout ça. Avec Claude quand même, qui est Anthropic, Amazon derrière, tout ça, qui est une super IA, notamment sur le côté rédactionnel. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Après, on a Gemini, qui pour moi est un peu moins performant, même si on peut en discuter des fois. Ouais, ça dépend pourquoi. Hein, on va le voir juste après. Après, on a quand même les Français de Mistral qui sont assez intéressants parce que Mistral, surtout, la donnée, elle reste chez nous en France. Et quand vous savez ce qui se passe au niveau de la donnée, quand vous travaillez avec des entreprises américaines qui ont le droit, après, au niveau de l'État américain, de récupérer les données. Moi, j'ai pas mal discuté avec des grosses boîtes, tout ça, qui intègrent des API et tout ça. Et là, par contre, Mistral, c'est vraiment intéressant. Donc, ceux qui ont une vraie sensibilité là-dessus, allez là-dedans. Bon, après, Grok, Hugging Chat, où vous pouvez choisir votre IA. Après, donc, ChatGPT a parlé. Puis Copilot, Copilot, pardon, si on veut, qui est vraiment l'IA, c'est dans Microsoft. Bon, moi, j'étais obligé de prendre l'abonnement, je l'ai pris. J'ai dit à mes collègues, c'est pas la peine que vous le preniez. À titre perso, voilà. Moi, n'oublie pas Perplexity quand même. Ah, mais je l'ai gardé pour la fin. Ah, voilà. Non, parce que derrière, au milieu, il y a Perplexity, qui est en fait, alors pas, qui est une IA. Je pense qu'il y a Anthropic derrière en termes de moteur, mais surtout, c'est un moteur de réponse. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un moteur de recherche, on est dans un moteur de réponse où Perplexity, par rapport à une question que vous faites, va chercher les sites qui peuvent y répondre et va vous construire la réponse à partir de des données qui sont issues du site web. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en plus voir ces données-là et vous pouvez dire, moi, tu me dégages ce site-là, tu me dégages ce site-là, tu me dégages ce site-là. Et donc, on va apporter une réponse uniquement à partir des sites que vous avez, que lui a présélectionnés et que vous avez écarté ceux que vous ne vouliez pas. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que quand on a touché Perplexity, entre guillemets, même sur du prompt classique, alors ça me permet d'enchaîner un petit peu. En fonction de ce que vous faites, il est important de revoir en fait quelle IA utiliser. Donc en gros, si vous allez chercher de la donnée stockée sur le web, on va plutôt utiliser Gemini, Perplexity, Copilot, avec Bing qui en fait est là-dessus. Et puis après, dès qu'on veut le traiter d'un point de vue plus à ingénierie, la synthèse, analyse, rédaction, tout ça, là c'est plutôt ChatGPT. Et sachant que les premiers marchent aussi. Perplexity est bon, Gemini aussi, mais voilà. Par contre, c'est important de bien savoir bien les utiliser, et que quand ça marche pas très bien dans une, on va aller chercher l'autre. Donc, vous faites un prompt, vous l'envoyez sur 3 IA, vous regardez mes résultats, et ça, c'est déjà une façon de faire. Je vais vite parce que sinon, les images aussi, le paysage aujourd'hui, alors tous ceux qui généraient de l'image avant, en fait, ils sont toujours là. Ils ont tous intégré de l'IA pratiquement. Il y a deux types d'outils. Ceux qui génèrent de l'IA, Midjourney, le côté hyper réaliste. D'accord, j'ai pas mis DALL-E qui était en fait une fonction de ChatGPT. Et puis après, on va retrouver Canva, Leonardo, ClipDrop, tout ça qui vous permet surtout de retoucher des images très rapidement. Et donc pour votre quotidien, c'est pas mal aussi. Vous avez qu'à aller les tester. C'est pour ça qu'il y a les liens aussi à côté. Je finirai avec une chose. Par rapport à l'année dernière, ce qui me paraît vraiment important, c'est la logique de l'automatisation. C'est comment, en fait, je peux mettre des petits robots. Ça, c'est un petit robot. Là, je lui ai fait juste un petit robot persona. C'est-à-dire que qui utilise des personas dans vos projets, dans vos sites web, tout ça, là? Non, bah oui. Voilà. Imaginez qu'aujourd'hui, vous demandez en fait à ChatGPT de générer un persona, et puis après, vous allez dialoguer avec vos personas. Donc ça veut dire que quel que soit le projet que vous faites, vous avez à côté votre client avec qui vous pouvez lui poser plein de questions. Et ça, c'est quand même assez bluffant quand vous regardez tout ce qu'il peut vous faire. C'est un petit exemple comme ça, on peut en faire de très nombreux, et ça permet surtout d'aller tout de suite et rapidement. Parce que maintenant, les principaux moteurs d'IA comme Gemini ou ChatGPT permettent de customiser et de customiser, d'avoir des moteurs dans lesquels on donne des indications et qui sont toujours à disposition quasi automatiques. Ouais, c'est ça, franchement, ça vaut le coup. Une fois qu'on a vraiment bien découvert un peu le fonctionnement de ça, moi je dirais que première étape quand même, c'est on acquiert de la compétence sur comment on fait des prompts et tout ça. Et quand vous montez en compétence, on va commencer à automatiser, avoir un accès direct. Et là, ça devient vraiment intéressant. Merci Benoît pour ce premier paysage. Et on va passer à des usages concrets dans des organisations. Alors d'abord côté public, Nicolas, donc, qui va se présenter, qui vient de Grand Est, et puis ensuite privé, ce sera avec Jean-Philippe.
Merci. Donc, voilà, merci. Donc, Nicolas François, je travaille pour l'Agence régionale du tourisme Grand Est et je m'occupe de toute la partie digitale et notamment de notre plateforme Explore Grand Est. Je vous en parle parce que les cas d'usage, dont le premier, et ces 3 cas d'usage qu'on a vraiment mis en place au sein de l'agence, ils sont, pour le premier, autour d'Explore. Le premier, c'était la question d'arriver à optimiser la production de contenu marketing de nos offres touristiques. Sur Explore, on a 3200, 3300, Laurence est dans la salle, elle pourrait me dire plus précisément, offres touristiques où le nerf de la guerre pour nous, c'est de marketer correctement ces offres. Depuis 3 ans, on travaille avec des rédacteurs humains à travailler ces 3200 offres pour arriver à un bon rendu. Dans la petite histoire, avant de vous montrer après ce qu'on a fait, on s'est pris les pieds dans le tapis d'abord dès le départ. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en début d'année, l'IA est arrivée, super. Bah, en fait, et c'était un peu l'équipe tech, hein, donc on était très, très chaud là-dessus. On se dit, bah, on va l'utiliser, ça va être super, on va mettre ça dans notre plateforme de collecte. C'est là où les prestataires viennent, déposent leurs offres, et on va leur mettre un petit chat GPT à côté. Quand ils sont en train de donner leurs infos, ils vont communiquer avec ça. Ça va être vraiment génial. En plus, on va comme ça mettre tout de suite de l'IA dans le process, ça va être top. Quand arrive enfin la réunion avec les équipes, on se dit, bah là, les équipes se disent, mais c'est pas du tout ça notre problématique. Notre problématique, elle est en amont. Comment nous, quand on travaille le contenu, ça pourrait nous aider. Et on avait oublié en fait quelque chose, c'était de mettre ce qu'on met tout le temps dans notre démarche, normalement, mais comme quoi, c'était l'expérience utilisateur. Et on est revenu en arrière et on s'est dit, ok, ce qu'on va travailler, c'est un custom GPT pour les équipes en interne. Custom GPT, c'est quand vous utilisez ChatGPT, vous avez la possibilité de créer votre propre GPT, en tout cas, enfin, en gros. Et on s'est servi de tout ce qu'on avait. On avait d'un côté des offres déposées par nos prestataires avec un type d'offre, une catégorie, un descriptif, une URL minimum. On a travaillé en interne le prompt, on a décrit très précisément ce qu'on voulait faire. Et la grande force, en fait, c'est ce qui est à côté. C'est la base de données très qualifiée. On a mis nos 3000 offres dedans, plus, ce qui n'est pas indiqué là, le ton, le style qu'on voulait apporter. Et finalement, avec ce système-là, qui a demandé un peu d'aller-retour avec les équipes et en interne pour le monter, eh ben, ça nous permettait derrière de sortir directement un contenu qui a... Parce qu'on avait les tests, hein, tu en parlais Jean-Luc, des tests, les contenus de base, si vous demandez à ChatGPT, fais-moi un contenu touristique, c'est toujours un peu les mêmes, c'est toujours un peu les mêmes façons de s'exprimer. Là, finalement, ça reprenait vraiment notre ton. Vous avez là sous les yeux un exemple concret, réaliste. J'ai donné mon type d'offre, activité, visite guidée, juste l'URL, et il est allé chercher les infos, il m'a créé ce contenu-là. Je vous invite à un peu le lire le temps qu'il est à l'écran, et c'est ce qu'on a pu utiliser derrière sur le site. Il y a toujours un contrôle qualité. Avant de le mettre en ligne, ça passe toujours par les équipes, parce qu'on n'est pas non plus là dans l'automatisation pour le moment. Mais demain, c'est d'aller vers l'automatisation. C'est finalement l'utilisateur, quand il va déposer son offre, de mettre son URL. Le contenu sera généré en transparence. L'utilisateur, il ne va pas voir ChatGPT en action. Quand il arrive au bout de son process, ben voilà, regardez le contenu qu'on vous propose. C'est bon, c'est validé, on gagne du temps. Nous, on a toujours notre dernier process. C'est pas bon. Alors, il n'y aura pas le bouton régénérer parce que là, ça rentre. C'est une erreur de mon slide. Ça rentrerait dans ce process où on dirait régénérer, c'est-à-dire je suis avec de l'IA. En tout cas, ça serait d'une interaction beaucoup plus fluide avec nos utilisateurs. Et on en est à plus de 200 articles réalisés avec ce type de process. Le deuxième, c'est quelque chose où je vais aller un peu plus vite, mais vous êtes souvent à faire, à mon avis, des tutos pour vos équipes ou pour vos prestataires. C'était de faciliter la création de ces tutos. Et là, en fait, il y a des outils. J'en utilise un, ça s'appelle Guide, G-U-I-D-D-E. Vous installez le petit plugin d'extension Chrome. Vous êtes en train de vous voulez expliquer à vos prestataires comment remplir sur le site quelque chose. Vous mettez le petit guide en route, vous capturez, vous cliquez, vous faites votre truc. L'outil génère automatiquement une vidéo avec les petits encadrés. Il a encadré où vous avez cliqué. Il a commencé à vous écrire le contenu. Il a compris, donc il a écrit cliquez sur le bouton et il a pris le nom du bouton. Vous avez le début de votre tuto. Et après, vous venez un peu le personnaliser et vous pouvez après le publier. Pour la voix, soit vous reprenez après le tuto qui a été fait en vidéo et vous avez votre collaborateur ou vous-même qui mettez votre voix et il y a la possibilité de mettre un enregistrement par IA. Concrètement, si ça part tout seul après, un petit coup, voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bérangère Rennes, chargée de relations avec les prestataires de la plateforme Explore Grand Est.
et je vais vous présenter aujourd'hui comment déposer votre première offre d'activité. Allez, c'est parti! Je vous invite tout d'abord à vous inscrire sur pro.explore-grandest.com. Et si c'est déjà fait, vous pouvez vous reconnecter à votre espace prestataire. Alors là, Une fois connecté, vous allez arriver sur votre tableau de si je bord. stoppe parce que ça dure un peu plus longtemps. Là, du coup, vous voyez, alors on a la chance, hein, on a une super collaboratrice qui a une voix d'enfer pour faire ce genre de tuto. Donc là, on n'est pas passé par l'IA. Mais en tout cas, tout de suite, tout ça, ça a été créé. En plus de vous faire la vidéo, ça vous crée le slide qu'on voit à gauche et l'export PDF. Donc c'est un vrai gain de temps pour nous et donc vraiment un cas d'usage très concret. Avec Guide, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il suffit de démarrer l'enregistrement, de faire la manip dont on se sert pour publier son article, et à la fin, mais le tuto il est déjà fait, il n'y a plus qu'à mettre la voix, quoi, en fait. Donc ça va à une vitesse fantastique. Parce que les mêmes choses, imaginez mettre des cadres sur un truc pour vos vidéos, ben là vous êtes quand même pas couché. Et le dernier, avant de passer la parole après à Jean-Philippe, c'est pour mes vidéos touristiques accessibles à un public international à moindre coût. Alors ça, dans la salle, je pense que vous êtes plusieurs à soit commencer à l'avoir testé, peut-être avoir déjà vu cette vidéo. L'idée, c'est avec l'outil Edgen, qui a été montré, je crois, encore hier, ou peut-être même un peu ce matin. Vous avez une vidéo touristique, vous êtes en train de présenter votre office de tourisme, en français, ou vous, ou quelqu'un de votre équipe, et finalement, vous voulez l'adresser à un public étranger. À ce stade, jusqu'à présent, c'était un peu compliqué de faire ça. Pour une traduction, il fallait peut-être passer par autre chose, ou c'était les sous-titres, simplement, qui étaient en dessous. Avec Edgen, vous faites votre vidéo, vous l'uploadez, mais super facilement sur l'outil. Vous dites, je parle en français, je veux la ressortir en anglais, en allemand. Il y a 30 langues, japonais, des langues très exotiques. Et il vous synchronise tout. Il vous synchronise votre voix, vos mouvements de lèvres. Alors, la démo, désolé, c'est moi. J'aurais préféré la vidéo d'un office de tourisme. On est en train d'en travailler une, d'ailleurs. Elle sera dispo en fin de mois. Mais juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et la qualité. Edgen est un outil IA qui permet de générer rapidement des voix et des vidéos avec des avatars. 迅速に生成するためのツールです。ツールには選択した言語に合わせてビデオを翻訳し、口の動きを変更してビデオを二重にする機能もあります。彼は英語、ドイツ語、オランダ語、イタリア語、ポルトガル語など30の言語を利用でき、en ook exotische talen zoals Hindi, Koreaans of Japans. In het toerisme kunnen we ons goed voorstellen dat dit wordt gebruikt voor meertalige presentaties van bestemmingen of activiteiten en voor de persoonlijke ontvangstdatum. Puoi testare gratuitamente questo servizio per generare un primo video di massimo 1 minuto. In seguito pagare $29 al mese per 15 crediti pari a 15 minuti di video. J'ai beaucoup de talent dans toutes ces langues, voilà, c'est facile. Et on imagine ça pour un hôtelier qui envoie une petite vidéo en welcome mail pour un client étranger, c'est quand même tip-top, quoi. On a, nous, le cas concret dont je vous parle, je suis près de Pont-à-Mousson, pour ceux qui connaissent. Et à Pont-à-Mousson, il y a beaucoup de Néerlandais qui passent, disons, parce qu'il y a un air de camping-car. N'empêche qu'à l'office de tourisme de Pont-à-Mousson, ils peuvent se faire une vidéo pour donner les bons les lieux à visiter autour de la ville, la passer dedans, et on voit que c'est vraiment très synchronisé au niveau de la voix et même des lèvres. Enfin, tout est très bien fait. Voilà pour mes 3 cas d'usage. Merci Benoît. On laisse la parole à Jean-Philippe, donc, qui va nous présenter 3 cas concrets pour des entreprises. Alors bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe Duchesneau, je suis propriétaire d'entreprises touristiques, donc j'ai 5 entreprises sur une quinzaine d'emplacements dans la grande région de Montréal, on a 380 employés sur l'ensemble des sites. Mon but aujourd'hui, c'est simplement de vous montrer très humblement comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans une entreprise comme la mienne pour nous aider dans la vie de tous les jours. Donc c'est 3 cas concrets. Je vais essayer de le faire en live démo. On sait ce qui arrive quand on fait un live démo, tout plante tout le temps, mais on va essayer que ça fonctionne aujourd'hui. On va commencer par parler des Custom GPT, donc Benoît et Nicolas en ont parlé. J'aimerais savoir qui ici a déjà utilisé des Custom GPT. Si vous pouvez lever la main. Génial. OK. Pour vous mettre en contexte, donc simplement, on va prendre le cas d'une de mes entreprises qui est un parc d'hébertisme ou un parc d'acrobranche dans le Vieux-Port de Montréal, où est-ce qu'on a bâti des gros bateaux pirates grandeur nature et où est-ce qu'on a des parcours là, à différents niveaux dans les airs. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a créé un Custom GPT pour être capable de répondre à l'ensemble des questions et l'ensemble des besoins qu'on a dans l'entreprise. Donc, ça peut être notre outil tant marketing que pour nous aider à faire un plan stratégique, nous aider au niveau des médias sociaux, nous aider à remplir des formulaires de la banque qu'on n'aime pas remplir. Donc, ce genre de choses. Et je vais passer un petit peu en revue comment est-ce qu'on est capable de faire ces choses-là.
Est-ce que vous m'entendez si je parle dans ce micro-là? Non? Maintenant, oui. Génial. Donc, dans un Custom GPT, vous pouvez en créer de à différents usages. Je vais laisser là, je vais peut-être le reprendre après. Ah, OK. Génial. OK. Il est éteint. Donc, le Custom GPT peut être fait à plusieurs fins. Donc, vous pouvez en avoir un, par exemple, pour votre organisation, mais vous pouvez également en avoir un pour un but précis. Donc, si vous avez une tâche répétitive que vous faites souvent ou une tâche qui prend beaucoup de temps, vous pouvez créer un Custom GPT à cette fin-là. Okay? Et donc, on va aller directement dans ChatGPT. J'ai une série de Custom GPT qui sont créés. On va y aller, donc, dans un premier temps, dans celui pour voile en voile. Donc, je vais y aller avec une question très générale. Et là, il n'y a pas de sous-titres quand je parle pour être traduit du québécois au français, mais fête d'enfant, on parle de fête d'anniversaire, juste pour qu'on s'entende. Donc, si je tape, par exemple, quels sont les forfaits de fête d'enfant? Si j'avais tapé ça normalement dans ChatGPT en général, j'aurais eu une réponse qui n'a aucun sens parce qu'il n'aurait pas compris le contexte. Quand on crée un Custom GPT, on lui donne toute l'information qu'on a sur notre organisation. Donc, dans ce cas-ci, tout ce que j'ai fait, c'est mettre le contenu du site Web dans un document Word, joindre le document Word dans le Custom GPT et lui dire, quand tu réponds à une question, prends l'information que tu trouves dans ce document. Donc, quand je lui demande quels sont les forfaits de fête d'enfant, il va aller regarder dans ce document-là et il va me donner l'information. Donc, vous voyez ici, il vient me donner toute l'information qu'on a besoin. Donc, directement avec un court prompt, une simple phrase, on a déjà tous les détails sur les différents forfaits de fête d'enfant qu'on peut avoir donc à voile en voile. Okay. On peut s'en servir après ça à une multitude de fins. Comme je vous disais, il y a deux contextes qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir d'un côté l'entreprise, de l'autre côté à des fins particulières. Okay? Je veux vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, si je retourne dans le même prompt qui est déjà donc entraîné pour mon entreprise et que je lui demande « Crée-moi un calendrier de publication pour le mois prochain sur Facebook, incluant des publications sur la fermeture de voile en voile le 17 novembre et des événements spécifiques. » Et là, je lui dis « Je veux avoir un tableau avec différentes colonnes pour les éléments suivants, date de publication, type de contenu, type de contenu. » Je lance la requête. Automatiquement, donc, il comprend le contexte, il comprend que c'est voile en voile, il comprend c'est quoi notre organisation. Et là, vous voyez, il est en train de me faire un calendrier éditorial déjà pour la publication sur mes réseaux sociaux. Okay? La beauté, c'est qu'on peut combiner ces éléments-là. Donc, d'un côté, je vous parlais de l'organisation, de l'autre, je vous parlais des tâches. Et là, regardez bien ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, il me fait mon calendrier éditorial au complet. On va partir une nouvelle requête. Et cette fois-ci, tout ce que je vais faire, donc en utilisant le A commercial, on peut aller chercher, donc dans ce cas-ci, je vais prendre un autre Custom GPT qui est fait uniquement pour faire un calendrier éditorial. Et tout ce que je vais lui dire, c'est novembre 2024. Et là, regardez avec deux mots la puissance des Custom GPT. Donc, il a combiné l'élément de c'est quoi notre entreprise avec ce qu'on voulait avoir au niveau du calendrier éditorial, simplement en disant novembre 2024. Donc, si j'avais commencé, j'avais donné un autre mois, si je lui avais demandé, par exemple, avril 2025, il m'aurait fait un calendrier éditorial pour cette période-là. Okay? Donc, vous êtes vraiment capable d'en faire un pour n'importe quel besoin que vous pouvez avoir, n'importe quelle tâche répétitive, n'importe quelle tâche qui prend du temps. Pensez toujours à utiliser un Custom GPT. Ça peut être fait, tantôt je vous parlais, et je vais le faire rapidement, mais je vous parlais qu'on peut utiliser aussi un Custom GPT ou même, vous pourriez le faire même dans ChatGPT normal, mais pour être capable de remplir des formulaires. Okay? Donc, si par exemple, je prends un document, donc nous, dans mon organisation, au début de chaque année, on fait, et je vais le mettre plus gros, mais on doit remplir des documents dans lesquels on va sélectionner certains projets sur lesquels on va travailler dans l'année. Okay? Donc, on décide c'est quoi nos priorités. On dit cette année, on va travailler sur tel et tel projet et on doit remplir un formulaire, okay? Qui est le formulaire que vous voyez à l'écran. Donc, gestion de projet, c'est quoi la description du projet, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les livrables du projet. Okay? Et si je prends ce document et que
je l'amène encore une fois, et là, il est juste sur le bord, mais je le glisse dans le Custom GPT et que je lui demande, dans ce cas-ci, là, écoutez, j'ai pré-rédigé un prompt en disant « Je vais te donner notre modèle de gestion de projet. Je veux que tu complètes la phase 1. Le nouveau projet est l'ouverture d'un nouveau voile en voile à Pau, en France. » J'ai vraiment aimé mon expérience ici, donc on veut déménager. Mais vous allez voir que ce qu'il va faire, donc, il va prendre l'information qu'il connaît sur notre organisation, il va prendre le document et il va les combiner ensemble pour remplir le formulaire. Donc là, vous voyez, le projet consiste à ouvrir un nouveau parc d'aventure voile en voile à Pau, en France, ce parc thématisé inspiré de l'univers des bateaux pirates, donc il reprend notre thématique. Et là, il va nous donner des avantages, il va nous donner... le projet répond aux besoins d'élargir la portée de voile en voile et de capitaliser sur la popularité croissante des activités d'aventure en France. Donc là, vous voyez qu'il prend la base d'informations qu'on a combinée avec ce qu'on lui a donné comme information qu'on voulait un nouveau voile en France et il remplit le formulaire pour nous. Okay? Jean-Philippe, pour le résultat est impressionnant, mais ça veut dire un investissement de départ pour customiser l'ensemble des choses. Tout à fait. Et oui, c'est un investissement de départ. Donc, hier, on a eu une conférence et je ne me souviens plus, quelqu'un a dit, je pense que c'est Benoît, qu'il faut perdre du temps avant d'en gagner, mais c'est exactement ça. C'est un petit peu un investissement de temps au départ, mais qui est quand même très simple à faire. Je veux juste vous en montrer un pour bien comprendre à quel point ça peut être simple. Celui que je vous ai montré, donc, de voile en voile. Attendez, il y en a trop. Donc, c'est simplement pour dire, dans le fond, on va lui demander d'agir comme, ici, je lui dis, je veux que tu agisses comme une directrice du marketing pour voile en voile. Puis là, je lui dis, pour l'ensemble de tes réponses, utilise tes paramètres. Donc, on lui donne une langue, un ton, on lui donne l'acronyme, on lui donne un petit résumé de qui on est. Et j'ai aussi joint donc un document qui est ici, qui est sensiblement là, vraiment un document Word dans lequel il y a de l'information, et on le joint en référence. Donc, ça vient, dans le fond, servir un petit peu comme une base de données qu'on utilise, et là, il va tout le temps se référer à ça. Okay? Donc, ça, c'était le premier exemple concret que je voulais vous donner. Je vais retourner à la présentation pour vous parler d'un deuxième cas concret. Et là, je vais me déplacer. En ce moment, je travaille sur un projet de développement d'un aquarium à Montréal également. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet. Le titre de la conférence aujourd'hui est l'IA 1 an plus tard. Ce que je veux vous montrer, c'est comment ça a changé tellement rapidement au cours de la dernière année que quand on développe un nouveau projet, maintenant, c'est un nouveau paradigme. On ne fait plus les choses de la même façon. Donc, il y a 1 an, quand on voulait avoir un logo, ce qu'on faisait, on allait voir un designer graphique, on lui demandait « crée-moi un logo pour tel projet ». Vous avez des exemples de logos qui ont été faits par notre designer graphique qu'on avait engagé à la base. Je dirais que ça fait environ 2 ans qu'on l'avait engagé pour lui demander de nous faire des logos. Vous avez quelques exemples de logos. Les logos sont très beaux, je n'ai rien à dire là-dessus. Le coût a été de 3 000 $. Ça a pris environ 3 à 4 semaines avant d'être capable d'avoir les logos. Okay? Quand je parle d'un nouveau paradigme, c'est que maintenant, on peut aller demander à Midjourney de nous créer des logos. Il gère depuis la version 6.1 le texte de manière absolument fascinante. Où est-ce que voici des logos générés par l'intelligence artificielle. Ça a coûté 11 $ et ça a pris 5 minutes à générer. Okay? Donc, et si vous trouvez que cet exemple-là est intéressant, voici des images créées par notre firme d'architecture pour le projet de l'aquarium. Et ça a coûté 15 000 $ qu'on a vraiment payé. Ça a pris 6 semaines à la firme d'architecture pour être capable de générer ces images-là. Okay? Maintenant, voici des images générées par l'intelligence artificielle. Ça a coûté 11 $ et ça a pris 5 minutes. Okay? Et on voulait avoir des images plus précises, on voulait avoir des images de groupe pour les fêtes d'enfants pour être capable de faire déjà des ventes de groupe. Voici une image qui a été générée. On voulait avoir des enfants qui s'intéressent à l'aquarium. Regardez la qualité de l'image générée par Midjourney d'une petite fille qui regarde dans un aquarium. Et on est rendu même une étape plus loin. Et moi aussi, je vous recommande d'aller vous abonner à l'infolettre de Nicolas. Il fait un exemple encore plus poussé où est-ce qu'il fait une démo de vraiment une vidéo touristique pour la France. Et ce que je veux vous montrer, c'est comment on peut prendre une image comme ça et vous allez voir, partir d'une image et animer l'image. Donc là, on est rendu là. Donc vous partez, vous pouvez prendre des photos de famille, si vous voulez, avec vos ancêtres et l'animer. Et il y a vraiment de l'animation qui va se faire dans la photo.
Okay? Donc, l'IA est rendue là au niveau vraiment de la gestion des images. Troisième exemple que je veux vous donner, c'est sur l'automatisation d'un processus. Donc, on va en parler tantôt. Benoît va vous parler un petit peu de comment l'adopter dans une organisation. Moi, tout ce que je vous dirais, c'est commencer avec un cas d'usage. Regardez là où vous avez vraiment des enjeux dans votre organisation, encore une fois, ce qui prend du temps, ce qui est long, et essayez de l'automatiser. Okay? Dans mon cas, et je vais vous parler de Make après, je vais revenir. Dans mon cas, un enjeu qu'on avait, c'était le nombre de courriels qu'on recevait. Qui ici reçoit trop de courriels? Levez la main. OK, je ne prenais pas tout seul. Donc, chaque jour, on a environ 25 courriels qu'on doit répondre. Chaque courriel prend environ 5 minutes à répondre. Okay? Donc, sur une base annuelle, on parle de 760 heures que ça prenait à une personne responsable du service à la clientèle dans mon organisation pour répondre à des courriels. On a la même personne depuis 3 ans. Je peux vous dire qu'elle est tannée de répéter la même chose année après année. Okay? Donc, on a réfléchi à comment est-ce qu'on est capable d'améliorer ça. Et là, je vais vous faire encore une fois un démo. On a utilisé un logiciel qui s'appelle Make.com. Pour ceux qui connaissent Zapier ou If This Then That, c'est sensiblement la même chose. Où est-ce qu'on peut prendre des systèmes qui normalement ne se parlent pas ensemble et les combiner pour nous donner une solution qui ne nécessite pas nécessairement de code, mais où est-ce qu'on va avoir vraiment une automatisation de différents processus. Donc, je reviens vers les autres micros. Et je vais retourner donc pour vous faire un exemple. Donc, on va envoyer un courriel de mon courriel personnel. Donc, info. Voilà, on va reprendre le même exemple que tantôt. Donc, on va dire question fête d'enfants. Et là, on va dire bonjour. Quels sont vos forfaits pour les fêtes d'enfants? Et comment puis-je réserver? Merci, Jean-Philippe. Et là, j'envoie. Ce que ça fait, c'est qu'on a développé un système donc, dans Make qui va aller regarder les nouveaux courriels qui sont entrants, qui va prendre ce courriel-là et l'envoyer. Tantôt, je vous ai montré le Custom GPT de Voile en Voile. C'était pour ça. On va renvoyer le même courriel dans cette même coquille-là de Custom GPT. Il va répondre au courriel et il va aller, pour le moment, nous le republier en mode brouillon dans le courriel. Okay? Donc, voici la boîte courriel de Voile en Voile. Donc là, vous voyez, question fête d'enfants. Bonjour, quels sont vos forfaits pour les fêtes d'enfants? Donc, on a là. Quand on va dans nos brouillons, on a déjà la réponse qui a été créée. Et là, vous regardez. Bonjour Jean-Philippe, merci de votre intérêt pour les fêtes d'enfants chez Voile en Voile. Nous offrons 3 forfaits adaptés pour rendre cette journée inoubliable. On a les forfaits. Pour réserver votre fête d'enfant, vous pouvez remplir un formulaire sur notre site web à l'adresse suivante. On a le lien ou nous contacter par téléphone. Un dépôt de 50 % est requis pour confirmer la réservation. Nous sommes flexibles si vous devez changer la date en cas de mauvais temps. Vous voyez, il est même gentil et à l'offre de changer les dates déjà. Donc, on lui a donné une personnalité. Donc, et là, ça dit au plaisir de vous accueillir bientôt, l'équipe de Voile en Voile. Okay? Donc là, je vous disais, ça nous prend environ 800 heures par année avant. Okay? Imaginez-vous si on coupe 3/4 du temps. On vient de sauver 600 heures par année à cette personne-là. Et le but, j'ai 380 employés. Le but, là, le nombre d'emplois que j'espère couper avec l'intelligence artificielle, c'est 0. On ne veut pas couper les gens, on veut rendre les tâches redondantes, on veut les automatiser pour que cette personne-là passe du temps sur des choses qui ont une valeur ajoutée. On veut qu'elle fasse de la prospection, qu'elle aille chercher des nouveaux groupes. Donc, c'est ça notre objectif avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de remplacer les humains, c'est de les aider. Et dans le secteur du tourisme, je pense qu'on va tout le temps avoir besoin de ce côté humain-là qui fait que ça va être difficile pour l'IA de nous remplacer complètement. Donc, c'était les 3 cas vraiment d'usage que je voulais vous montrer et ça fait le tour. Merci Jean-Philippe pour cette brillante démonstration. Et alors, dernier quart d'heure, on va peut-être prendre 5 minutes sur votre temps de repas. Dernier quart d'heure, c'est en fait la question comment on fait entrer l'intelligence artificielle dans l'organisation. Donc Benoît va commencer sur ce sujet-là et puis après on échangera avec Jean-Philippe et Nicolas. Ben là, vous avez eu vraiment les démonstrations, quoi.
le champ, il est immense. En fait, tout le monde est concerné. C'est pour ça qu'à des moments, quand on se dit on va montrer quoi, c'est bien, c'est d'avoir ces exemples pratiques, mais dites-vous que ça, toute l'équipe en entier, chez vous, de l'accueil au directeur, en fait, peut vraiment toucher à ça. Donc moi, j'avais posé, la plupart du temps, c'est communication, rédaction, OK. On a vu que les graphistes, alors, je pense que le talent encore du graphiste a quelque chose à jouer. Et le graphiste, en fait, il va jouer avec l'IA aussi. Donc de toute manière, ça fait partie de son outil à lui, et c'est comme ça qu'il arrivera à être différenciant. Mais on va retrouver aussi pour l'observation. Alors les GPTs, là, sur l'observation, ça peut être quelque chose de génial aussi. Tout ce qui est gestion des ressources humaines, le pilotage de projet, le monitoring, les stratégies. D'accord, on a toujours l'impression que c'est juste pour de la rédaction, alors que non, on peut faire poser des stratégies assez poussées. Après, il ne va pas vous le faire de A à Z. Par contre, il va véritablement vous aiguiller, ça va être un vrai tremplin. Ça va être en fait, moi ce que j'appelle un peu l'IA, c'est aujourd'hui, on parle de réalité augmentée, c'est un humain augmenté en fait. C'est mon assistant. Donc, et je peux en avoir un, plusieurs, en fonction de mon objectif. Donc vraiment, marketing, relations et commercialisation aussi, on peut aller loin là-dessus. Bon, ça ne sert pas à grand-chose d'aller plus loin. Par contre, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que c'est super, enfin, l'automatisation comme ça. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on laisse faire complètement la machine, ou est-ce qu'à un moment donné, on intègre de l'humain au milieu? Et moi, je pense que c'est fondamental, et depuis le début, on a cette prise de position, c'est que quelle que soit en fait la démarche en automatisation ou pas, le cerveau humain apporte aussi quelque chose, et qu'il faut, à mon avis, vraiment faire de l'hybridation. Hein, c'est-à-dire, des fois, il faut arrêter de dire je veux le résultat parfait avec l'IA. On arrête là, et moi je finis avec mon cerveau et je suis capable de le faire. Et là, je vous ai repris un processus en fait où là j'ai les deux mots-clés, justement c'est un processus sur Make d'automatisation, où à la base, si vous ne voyez pas les deux personnes, j'envoie deux mots-clés SEO ou une problématique liée en fait à un client, et à partir de là, il va me faire une trame éditoriale. De la trame éditoriale, il me fait un blog, un article de blog de 600 mots, je lui dis vas-y augmente à 1200 mots, et à partir de là il m'envoie sur un brouillon WordPress, sur Facebook, je ne sais plus lequel j'avais mis, et sur une newsletter. Ça veut dire qu'en fait je mets deux mots et à la fin j'ai tout pour diffuser. Mais là, moi ça me gêne, d'accord, parce que si tout le monde fait ça, en fait, tout le monde va mettre deux mots, et puis on va voir exactement ce que je parlais, c'est le ventre mou. C'est-à-dire que vous allez tous avoir le même type de contenu. Et l'enjeu, j'en parlais hier un peu en conférence, l'enjeu aujourd'hui, c'est justement d'avoir sa singularité. Et la singularité, elle passe par l'humain à un moment donné. C'est pour ça que là, au milieu, moi je pense que quand on lui envoie la première commande, derrière, en fait, il y a une trame, et là, il y a quelqu'un qui va analyser la trame. Et ça va le stimuler en plus. Il a la trame, il va se poser la question, il va dire, mais ça, je dégage, ça, je pourrais remettre ça. Et souvent, ça va, j'avais pas eu idée à ça, et il va poser. On va faire, finalement, ça va partir, il va faire un premier jet d'article de blog, et puis là, je vais dire, ouais, mais là, je voudrais rajouter tel et tel point. Et donc, en fait, on est dans un travail véritablement hybride. Et je pense que c'est vraiment fondamental d'intégrer ça dans nos démarches. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une nouvelle approche dans le mode dans le travail. On est dans une nouvelle manière de travailler avec l'humain et le robot, entre guillemets. Ça va monter en puissance avec des logiques d'équipe hybride. C'est-à-dire finalement, quand vous allez travailler dans votre quotidien, tout ça, vous allez avoir de l'humain et puis vous allez avoir du robot, entre guillemets, qui est là, que vous allez stimuler, qui a un savoir-faire, une compétence, qui est capable de générer une tâche. Alors, il va très très vite et vous allez jouer avec. D'accord? Et c'est comme je vous parlais tout à l'heure, finalement, vous allez gérer un projet, vous avez votre persona à côté qui va être toujours là. Et puis, dès que vous aurez, en fait, dans votre projet, dans la gestion de projet, une question à se poser, vous allez vous tourner vers votre persona. Lui, il va vous apporter la réponse côté client, avec la limite aussi que c'est une IA. Donc, si vous lui faites sur la randonnée, sur le cyclotourisme, vous aurez des réponses que même pas vous auriez imaginées, c'est génial. Par contre, si vous lui demandez, vous prenez un persona ou vraiment qui habite à tel endroit où ils n'ont aucune donnée, la donnée, elle ne sera pas qualitative. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette logique d'équipe hybride. Et j'avais juste essayé de poser en fait un tableau. Si on veut vraiment intégrer de l'IA, comment on s'y prend? Il y a 4 piliers par rapport à ça, dans une logique de changement. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le perçoit. La première, c'est les RH. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce qu'on montre là, c'est sympa, tout ça, mais si vous n'avez pas un minimum de compétences, à un moment donné, vous n'arrivez pas à obligatoirement bien comprendre comment ça fonctionne, vous ne comprenez pas l'écosystème, ça sera compliqué. Donc en fait, on avait pensé beaucoup, nous, ce type de démarche-là, mais en fait, tant qu'on n'a pas ce premier niveau d'acquisition, de compréhension, d'acceptation dans les équipes aussi, parce qu'il faut que les équipes acceptent que c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi. Et puis après, on va passer dans une logique de gestion de données. C'est important d'avoir de la donnée. Sans données,
Mais en fait, on est mort, hein, on fait rien. Moi, j'ai fait une expérience comme ça avec IBM et Serge Chevalier. On y a bossé 1 an et demi, on n'a rien sorti. Si ce n'est des études de cas et l'imagination, on n'avait pas les données. Donc c'était mort. D'accord. Après, troisième pilier. Alors, je fais juste une parenthèse. Les données, je fais de la pub hein, pour demain matin. On fait un petit atelier IA et SIT. On va y être. Hein, c'est à 9h. Donc, mais on va parler de ça. Ça va être assez intéressant. Troisième niveau, donc les process, c'est-à-dire que là, on revoit son entreprise, on regarde l'architecture de son entreprise et on va réfléchir dans toutes les procédures qui sont mises en place, où est-ce que je peux intégrer de l'IA, où est-ce que ça apporte une valeur ajoutée. Et puis après, on va rentrer vraiment dans une logique aussi, comment mes partenaires dans mon écosystème, finalement, lui aussi peut m'apporter des données, peut avoir une réflexion enfin, multiple à ce niveau-là. Comment je m'intègre dans un écosystème qui n'est pas que le mien, mais qui est celui en fait beaucoup plus large. Vous avez par rapport à ça un risque, c'est d'investir, et là je vous dis attention, dans des projets qui en fait seront obsolètes quand vous allez commencer à les mettre en place parce que ça va tellement vite. Et puis l'autre risque vraiment pour moi, c'est de ne pas investir. C'est-à-dire que si vous laissez passer le train, là on est juste au démarrage en fait d'une courbe exponentielle, on est en bas de la courbe. Ça veut dire que dans 1 an ou 2, il y en a qui vont être en haut de la courbe. Et là, par contre, ça va faire, on parlait de concurrence hier, les enjeux concurrentiels, ils vont faire des dégâts. D'accord ? Parce que quand vous allez travailler avec des équipes hybrides et que ça va être super performant, je prenais un autre exemple aussi, c'est Pierre et Vacances qui dit aujourd'hui, j'avais 5-6 dans le super blog de Nicolas, qui interroge le responsable de la data chez Pierre et Vacances, il dit, j'ai 5-6 segments de clientèle, demain j'en ai 200 à 300. Quand vous commencez à dire je gère un contenu individualisé pour 200, 300 segments de clientèle, c'est plus du tout la même réponse sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a une réponse individualisée alors qu'à côté on aura des réponses un peu macro, quoi. Donc là, on est en train de changer véritablement l'écosystème. C'est pour ça que j'ai essayé, je vais vite, hein, je sais qu'il y a 2 minutes, j'ai essayé de poser les étapes en fait. Donc les étapes, le niveau 1, c'est je comprends le fonctionnement de l'IA, je génère des prompts simples avec des tâches répétitives, je corrige les résultats, le truc de base en fait, hein, celui que vous essayez tous, on peut après aller un peu plus loin même dans le simple. Niveau 2, j'utilise des prompts plus structurés, je commence à réfléchir un peu, j'ai un peu plus de méthode, adaptées à des tâches métiers, d'accord, rédaction de pages web, community management, SEO, tout ça. Je commence à utiliser des robots avec des prompts simples, traduction, compte rendu de réunion, le truc que vous ne devez plus perdre de temps avec un compte rendu de réunion. Aujourd'hui, vous envoyez un fichier, des notes, une transcription orale, il vous la sort nickel, d'accord, c'est vraiment... Niveau 3, j'utilise des prompts plus complexes, des patterns séquentiels en étoiles. Donc là, on va comprendre comment on fabrique des prompts et il y a plein de matières, enfin il y a plein de méthodes et d'architecture de prompts entre guillemets, sur de la stratégie, sur de la gestion de projet. Et puis à la fin, j'arrive, je construis moi-même mes prompts. Là, c'est plutôt des prompts, je vais utiliser des prompts comme ça. Après, je deviens autonome et je vais savoir utiliser ce genre de choses-là. Donc, centré sur mes besoins vraiment très spécifiques, notamment dans les logiques de stratégie, de scénario stratégique, de projet. Et donc, on va passer sur ce premier niveau. Une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai un deuxième niveau. Là, je commence à prendre conscience que j'accède à un champ du possible qui était inaccessible pour moi avant. Parce que c'était impossible à faire tout ça. J'y arrivais pas. Et là, maintenant, je peux y arriver. Donc là, ça change la donne. Je peux arriver à des dimensions. Je peux faire plein de newsletters. Je peux faire une vraie gestion de relations clients. Moi, j'avais pas les moyens de le faire et tout ça. C'est plus technique, c'est plus complexe, c'est plus spécialisé. Donc, j'élargis mon champ d'action avec des tâches ou des missions complémentaires. Et là, ChatGPT est énorme. Il vous apprend à faire des choses que vous ne saviez même pas faire avant. D'accord ? Vous avez qu'à lui demander et il va vous guider là-dessus. Après, attention, il n'est pas un expert surtout aussi. Il faudra toujours que vous ayez des experts. J'invente des nouveaux process au cœur ou en périphérie de mon métier. Je repense complètement la notion de ressources disponibles. Est-ce que c'est une ressource humaine ou c'est une ressource artificielle ? D'accord ? IA, tout ça. J'automatise certains process partiellement ou en entier. Je mixe IA et ressources humaines. D'accord ? Je fais évoluer ma stratégie. Et là, je structure une organisation hybride. Je génère une ingénierie plus avancée. En fait, je suis passé à un niveau supérieur. D'accord ? J'en fais plus, j'en fais mieux et dans un champ plus large. Et là, ça revient à ce que je vous disais au départ, le problème concurrentiel. C'est-à-dire que si vous êtes au niveau 8, celui qui commence à regarder passer le train, quand il va s'y mettre, il va falloir qu'il passe à tous ces niveaux-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même de ne pas la laisser. Voilà, je voulais juste poser ce genre de choses-là. Ça veut dire juste en finale, comme ça, je dis tous ici, on va tous monter d'un étage. Mais dans votre structure, c'est pareil. D'accord ? Tous les gens qui faisaient un petit peu, ils vont monter d'un cran. D'accord ? Donc tout le monde doit monter ce cran-là. Et ça demande de repenser aussi toute l'organisation en interne, en interrelation entre les services par rapport au fait de monter d'un étage. Merci Benoît pour cet éclairage.
Alors, on va débattre. J'ai posé le problème comme ça. Est-ce qu'il faut un ayatollah dans chaque office de tourisme? Alors, un ayatollah, ce serait la personne, ça veut dire, ChatGPT m'a un peu aidé, ou Gemini, animateur intelligent d'apprentissage et de transformation organisationnelle largement augmentée. C'est-à-dire la personne qui, au sein de l'organisation, va pouvoir emmener tout le monde vers les pratiques d'intelligence artificielle et passer petit à petit ces 7 ou 8 étapes. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de dire, ben non, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la même erreur qu'on a fait avec les animateurs numériques de territoire, où finalement, c'est eux qui ont tout fait, le site Internet et puis les réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à faire former tout le monde et avoir toujours externalisé un peu cet apprentissage de l'IA? Bon, on va commencer avec Jean-Philippe et puis après Nicolas. Ton avis là-dessus? Ben, en fait, je pense que ça prend les deux. Dans un office de tourisme ou dans une organisation, je pense que ça prend un leader de l'intelligence artificielle. Je pense que ça prend une personne qui n'a pas nécessairement des compétences techniques. Ça prend quelqu'un qui est curieux, qui veut apprendre et qui est motivé. Vous trouvez cette personne-là, vous lui donnez la responsabilité et l'imputabilité de l'intelligence artificielle et vous lui dites que c'est cette personne-là qui vous doit former un groupe interne pour leur montrer comment ça fonctionne. C'est cette personne-là qui va être la première à prendre les nouvelles formations, qui va mettre les costumes GPT sur place pour l'ensemble de l'équipe. Je pense que ça prend ça. Puis cette personne-là, par la suite, peut adopter un cadre d'utilisation pour votre organisation. Elle peut trouver les processus d'affaires à améliorer. Donc, je pense que ça prend un leader, sinon ça va aller un peu partout. Nicolas? Je rejoins ce que dit Jean-Philippe. Il faut avoir quelqu'un qui va quand même porter un peu le flambeau de ce sujet, parce qu'en fait, tu l'as vu, on le voyait dans des chiffres que tu donnais au début, il y a un gros manque d'acculturation en fait, sur le sujet, et on voyait dans tes étapes aussi que c'est quand même la première étape. Et c'est vrai que c'est cool de voir les 8, mais si tu bloques à la première, ça va être compliqué d'avancer. Donc il faut trouver une solution. Et si je te reprends l'exemple un peu de ce qu'on a pu mener à l'ART, c'est vrai que c'est quand tu as quelqu'un, 1-2 personnes qui sont motivées, au-delà d'être motivés, qui ont envie, ça les intéresse, ils prennent ça à bras-le-corps, et tu commences par de l'acculturation, des séances de webinaires. Donc moi je trouve quand même que tu disais les deux, d'avoir quand même quelqu'un, alors ce qui s'appellera l'ayatollah, je savais que tu aimes bien trouver des trucs, mais en tout cas d'avoir quand même une personne ou un groupe de personnes qui portent les choses. Former tout le monde d'un coup sur un sujet comme l'IA, c'est vrai que moi ça me semble un peu... Mais c'est pas comme les autres sujets en fait. Oui, parce qu'en plus, il y a ce que tu disais Benoît, c'est le fait de la personne qui va aller voir le service à la compta et qui va lui dire, tu sais que là, ce que tu fais, tu as des solutions où ça pourrait aller mieux, aller voir par ailleurs à l'accueil, parce que c'est vrai que naturellement dans une organisation, c'est souvent le marketing et la communication qui démarrent, quoi, en fait, naturellement. Mais tous les autres services ne savent pas forcément qu'ils peuvent y aller. C'est ça. Enfin, nous, on a une démarche. En fait, la logique, c'est on prend tout le monde au départ. D'accord. Première journée. Acculturation de base, quoi, en fait. Ouais. Et après, on va basculer dans une autre logique qui est vraiment de prendre une partie de l'équipe, mais par contre, de faire que de la pratique. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut pratiquer et d'être sur des logiques où chacun trouve son axe. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même exercice pour tout le monde, mais c'est plutôt à la carte. Et ils vont travailler leurs problématiques. Et là, tu vois, ça, après, ça fonctionne comme ça. Ouais. Le problème des directions, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, en fait, on l'a vu dans le sondage, c'est de dire, oui, mais la direction, ils veulent que des solutions gratuites, et c'est évidemment limité. Ou bien, si on est sur, il faut prendre du temps pour se former, essayer, alors que ce n'est pas forcément compris par la direction, est-ce qu'il faut commencer par former la direction au départ? Moi, je pense que oui. Enfin, c'est d'arriver sur le groupe de direction déjà d'acculturer. Si eux sont déjà acculturés, après tu accultures le reste de tes équipes. C'est essentiel en fait d'avancer, moi je trouve, de cette manière-là. Et nous, ce qu'on a mis en place et ce qu'on essaye, en fait, pareil, parce que moi j'ai pas vu de guide sur Internet qui nous dit tu fais vraiment ça dans cet ordre, tu essayes, tu tâtonnes. Je suis super d'accord avec ce que tu disais, c'est le cas d'usage, tester les choses. Nous, ce qu'on a mis en place là, on a commencé par faire des webinaires, 1 par mois, on en a fait 2, on ne va pas faire non plus les malins, dire voilà, c'est tous les mois, on va remettre ça sur la suite, chaque mois pour acculturer les équipes. Ça, c'est la base. À côté de ça, on a trouvé, nous, des team leaders. Alors, ce n'était pas les ayatollahs, c'est des team leaders de l'IA, de dire qui est intéressé. C'est super intéressant parce que là, on a eu tous les profils. Des gens qu'on ne pensait pas, qui seraient intéressés par le sujet, qui se sont positionnés. Et eux, le but, c'est de les mettre dans des groupes de travail très concrets. J'ai besoin d'automatiser mes tutos. Ok. Et par exemple, Bérangère, qu'on entendait sur la visio, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok, j'ai mis, vas-y, mais vas-y, je ne vais pas le faire à ta place, commence à creuser, ceux qui savent un peu plus t'aident.
Et c'est comme ça qu'on commence à créer des groupes de travail. Mais oui, moi je trouve que la direction, il faut que ça vienne aussi de la direction. C'est la démarche d'innovation qu'on On en a parlait un hier. directeur là. Parce que toi, c'est facile. Chez toi, tu es le boss et en plus, tu es passionné d'IA. Donc, ça allait tout seul. Mais malgré ça, c'est pas moi qui gère le dossier IA chez moi. OK, donc, j'ai désigné une personne. Donc, moi, c'est un intérêt, mais j'ai peu de temps parce que la gestion de la compagnie doit avancer. Donc, j'ai désigné quelqu'un au marketing qui est aussi responsable de l'innovation, qui, elle, est la personne qui est imputable de faire avancer le dossier chez nous. Donc, elle va voir chacun des départements, elle va voir les opérations, les ressources humaines pour leur demander qu'est-ce que je peux améliorer pour vous. Si vous voulez avoir un taux d'adoption de 100% en IA, là, demandez à vos gens qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire dans leurs tâches de tous les jours et dites-leur que vous allez les aider avec l'IA. Vous allez voir, tout le monde va vouloir embarquer. Okay? Et tantôt, quand je disais, bon, formation qui est importante, là, donc je pense que tout le monde doit avoir une base de formation et cette base-là consiste à tout le monde qui est ici et dans tous les offices de tourisme à au moins s'inscrire à 2 infolettres. Donc, l'infolette de Nicolas et Pierre Belrose serait fâché si je ne mentionnais pas iatourisme.com où est-ce qu'on a une infolette et vous devriez vous abonner pour au moins être au courant des développements en intelligence artificielle et le tourisme. Et pour finir sur ce sujet, sur l'appropriation, on a eu hier des témoignages dans le temps d'échange qu'on avait sur les communautés. Et en fait, par exemple, sur les cantons de l'Est, cette stratégie qui consiste à avoir un groupe au sein de l'association touristique, 2 personnes intéressées de tous les services, et ils sont 9, et une fois par mois, ils font un lunch, et puis ensuite, pendant 45 minutes, il y a quelqu'un qui prépare, et on échange les bons tips, les bons conseils, etc. Je pense que ça peut se faire dans les entre-offices de tourisme, ça peut se faire par typologie de métier, et s'il y a quelque chose à organiser dans nos réseaux, c'est peut-être vraiment ces communautés d'échange, on en a pas mal parlé hier, mais plus on pratiquera, plus on aura des moments, et il faut toujours accepter évidemment qu'on va investir du temps au départ pour en gagner par la suite. Ouais, bon, enfin, moi je suis d'accord avec ça, et c'est comme hier quand on a fait là, dans le before sur l'atelier, c'est la discussion. Et quand on préparait d'ailleurs cet atelier, c'était toujours la petite anecdote, mais on ne se connaissait pas, ou peu, et puis finalement au bout d'un quart d'heure, en fait on était en train de se partager des bonnes pratiques, des trucs, attends je te montre ça, et tu dis ouvert ça à tous ceux qui sont intéressés, c'est là que c'est le début, finalement c'est l'acculturation et le partage. Tout à fait. Et simplement un point pour dire aussi, ce que vous savez aujourd'hui n'est rien comparativement à ce qui s'en vient. Okay? On n'est pas prêt, personne ici, pour les prochaines étapes. Donc, en ce moment, c'est très statique. Donc, on a un assistant conversationnel à qui on peut poser des questions. La prochaine étape, ça va vraiment être des agents qui vont travailler pour vous, qui vont faire des fonctions. Et les nouveautés en IA sortent à toutes les semaines. On l'a regardé hier. Il y a 3 semaines, ChatGPT a lancé le Advanced Mode pour la voix, où est-ce qu'on peut vraiment avoir des conversations naturelles. Et ils ont lancé ce qu'on appelle le Real-Time API, qui fait que c'est possible de connecter cette voix très naturelle à un numéro de téléphone. Okay? Donc ça, c'est arrivé dans le dernier mois. Ce qui fait que vous pouvez avoir l'intelligence artificielle qui répond au téléphone pour vous et qui donne des réponses et qui peut aller dans vos systèmes de réservation, booker des réservations pour vous. Donc, ça va vite. Et ça va en un an, et ce que montrait Benoît a été tout à fait intéressant. C'est vrai qu'il y a un an, on parlait de ChatGPT, parce qu'on ne parlait que de ça. Vous avez vu déjà depuis un an le nombre de solutions d'IA qui arrivent, les applicatifs, et puis aussi l'ensemble des solutions métiers, notamment beaucoup d'exposants qui sont ici, qui amènent des solutions de sites internet, etc., et qui, à l'intérieur, mettent des couches d'IA. Et donc, il va falloir aussi former tout le monde à bien utiliser ces couches d'IA qui sont présentes. Donc, ça va aller extrêmement rapidement à venir. Et faire les bons choix. Ah oui, D'accord, et faire les bons choix. parce que sinon, vous pouvez acheter des choses très chères que vous pouvez faire vous tout seul. D'accord, donc attention à ce genre de choses. Et moi, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est la notion d'expertise métier. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je travaille, avant tout, j'étais consultant en tourisme. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à faire des trucs sympas avec l'IA, mais parce qu'avant tout, j'ai une expertise en tourisme. Et ce qui est important, c'est votre expertise à vous, sur la façon dont vous traitez votre territoire, votre destination. C'est ce qui fait la valeur, d'accord, quand vous allez acquérir un peu la méthode après sur l'IA. Tout se passe, on a fait une longue discussion hier soir avec Nicolas, tout ça, on a échangé plein de choses, mais voilà, il a une vraie expertise dans son savoir-faire et tout ça, et que quand on y greffe dessus de l'intelligence artificielle, c'est là que se crée la valeur. Voilà, donc n'oublions pas à un moment donné où se crée la valeur, et il ne faut pas perdre le nord. Le nord, c'est l'expérience touristique, d'accord, et tout votre savoir-faire autour de l'expérience touristique sur votre territoire, et vous faire aider avec une IA.
C'était ton mot de conclusion, on peut dire, Nicolas? De conclusion, abonnez-vous à la newsletter. Non, ça on l'a déjà dit. Non, ça on l'a dit. Non, moi, le mot de conclusion, je ne sais pas si c'est conclusion, mais je trouvais très juste aussi sur ce schéma. Et nous, ce que moi, personnellement, même, j'ai trouvé fou il y a 2 ans maintenant avec l'arrivée de l'IA, c'est si vous propulsez il y a 2 ans, 3 ans, faire des choses, de reconnaître une photo. J'ai une photo, on me glisse une photo pour reconnaître dans la cuisine qu'il y a déjà une cafetière, ça peut déjà me cocher les choses et tout ça. Ça coûtait cher, c'était pas accessible en fait. C'était les gros groupes, c'était Airbnb, c'était les gros acteurs. Et finalement, le changement de paradigme, c'est de ce coup, ça c'est accessible. C'est $15 par mois et je peux le faire. Et j'ai une puissance de calcul phénoménale. Donc, Jean-Philippe? Moi, le mot que je vous dirais, c'est tester. Tester, tester, tester. C'est comme ça qu'on apprend l'intelligence artificielle. C'est ayez cette curiosité-là que vous avez un problème et vous allez directement dans l'intelligence artificielle pour voir c'est quoi la réponse. Donc, vraiment, là, testez et n'ayez pas peur. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour votre écoute et on est quasiment à l'heure. Bon appétit.